Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Iris Laforme. Je suis la coordonnatrice technique pour le secteur des matières résiduelles chez Réseau Environnement. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui, puis je vous souhaite la bienvenue. Pour ce neuvième rendez-vous de la modernisation et le dernier d'une série de 3 webinaires, l'équipe d'Éco-entreprise Québec va aborder avec vous la déclaration trimestrielle à réaliser sur la nouvelle plateforme de gestion contractuelle. Afin de présenter ce webinaire, je suis accompagnée de Marie-Hélène Gravel, conseillère stratégique partenariats municipaux, Sophie Lafrance, chef d'équipe partenariats municipaux, et Kathleen Dubé, directrice partenariats municipaux communautés autochtones, qui va modérer la période de questions. Tout au long de la présentation, je vous invite à inscrire vos questions dans la section questions et réponses dans le bas de votre écran. Comme à l'habitude, seules les questions qui portent sur la déclaration trimestrielle vont être répondues aujourd'hui, mais vous pouvez écrire, pour toute autre question, vous pouvez écrire à l'adresse modernisation@eeq.ca. Donc, sans plus tarder, Marie-Hélène et Sophie, à vous la parole. Merci Iris. Ça me fait plaisir de vous parler ce matin, de vous montrer qu'est-ce qui sera demandé dans la première déclaration trimestrielle dans la plateforme de gestion contractuelle. Donc, ce webinaire s'adresse aux organismes signataires d'entente avec Éco-entreprise Québec. Notre objectif, comme je disais, c'est de vous présenter les étapes à réaliser afin de produire la déclaration du premier trimestre. Donc, les organismes municipaux qui n'ont pas signé d'entente avec Éco-entreprise Québec n'ont pas à faire de reddition de compte à ce moment-ci. Je rappelle que dans le cadre des ententes de partenariat et des ententes financières qui ont été signées avec les municipalités, EEQ rembourse et compense les organismes pour des services liés à la collecte sélective des matières recyclables. Donc, la plateforme de gestion de déclaration est disponible depuis le 1er avril 2025. L'adresse est indiquée. Les organismes municipaux ont reçu le lien vers cette plateforme le 1er avril. C'est une nouvelle plateforme de gestion contractuelle qui permet la reddition de comptes trimestriels et annuels de la part des organismes municipaux. Et c'est une plateforme que nous allons vouloir utiliser de plus en plus comme canal de communication entre les organismes signataires et EQ. 2025 est une année de transition. Nous sommes en train de mettre en place des outils que nous créons et qui vont nous permettre de vous payer pour les services que vous allez et que vous êtes en train d'effectuer, que vous allez effectuer au courant de l'année. Nous sommes conscients que le processus de reddition de compte est rigoureux. Nous allons nous montrer souples, disponibles pour vous accompagner dans ces nouvelles façons de faire. Sachez que nos équipes sont là pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans l'utilisation de la nouvelle plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc, pour la présentation actuelle, le récit est basé sur un organisme qui a signé une entente de partenariat. Le visuel, si vous avez conclu une entente financière, est similaire, mais il y a des sections qui n'apparaîtront pas. Donc, pour la présentation, je vais vous faire deux rappels importants avant de commencer. Marie-Hélène, par la suite, va vous présenter en détail les 4 activités qui vous sont demandées pour la reddition de compte au premier trimestre et je vais terminer la présentation en discutant des éléments qui restent à venir. Au niveau des rappels, EEQ a signé des ententes avec des organismes signataires et les organismes qui doivent faire des redditions de comptes dans la plateforme sont les organismes signataires des ententes. Ce ne sont pas les organismes qui sont compris dans le territoire d'application. Par exemple, lorsque l'organisme signataire est une MRC et que dans le territoire d'application, il y a 3 municipalités A, B, C, c'est l'organisme signataire qui doit faire les déclarations dans la plateforme. Toutefois, s'il y a des services qui ont été réalisés par les municipalités, par exemple, les municipalités, s'ils avaient des inventaires au 1er janvier 2025, s'il y a des services de collecte transport en régie interne qui sont réalisés par les municipalités doivent transmettre l'information à l'organisme signataire qui, lui, doit déclarer les informations dans la plateforme. Autre élément important,
Lorsque vous vous connectez dans la plateforme, vous avez accès, si vous avez signé 2 ententes avec IEQ, pour entrer dans une entente, dans votre entente de partenariat et dans votre entente financière. Assurez-vous de poser vos questions ou de déclarer vos services dans la bonne entente parce que les 2 ententes se travaillent de façon parallèle dans la plateforme. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, si vous êtes entré dans l'entente de partenariat, vous allez devoir déclarer les contrats qui sont prévus dans l'entente de partenariat dans cette entente-là. Si vous avez des questions sur l'entente de partenariat, c'est là que vous devez les faire. Et si vous êtes entré dans l'entente financière, mais vous devez entrer les informations ou poser les questions qui touchent à l'entente financière. Si jamais vous vous trompez et que vous déclarez des informations dans l'entente financière, mais que c'est par rapport, par exemple, à des contrats qui sont prévus dans l'entente de partenariat, malheureusement, les deux volets ne se parlent pas, puis on va être obligé de refuser puis vous demander de redéclarer dans l'entente de partenariat. Donc, pour savoir dans quelle entente se trouve quel contrat, sachez que dans votre entente financière, à l'annexe C, vous trouvez les contrats, c'est indiqué les contrats qui font partie de l'entente financière, puis tous les autres contrats font partie de l'entente de partenariat. Donc, pour l'exemple qui vous sera présenté aujourd'hui, on parle de la MRC des baies sauvages. La MRC des baies sauvages a signé une entente de partenariat ainsi qu'une entente financière. Donc, quand vous êtes dans la page d'accueil, si vous voulez entrer dans l'entente de partenariat, vous cliquez Entente de partenariat. Et lorsque vous serez dans les pages de déclaration, vous allez voir dans le bandeau en haut qui s'est indiqué que vous êtes dans l'entente de partenariat et non pas dans l'entente financière. Donc, n'importe quand vous êtes dans votre déclaration, regardez, si vous n'êtes pas certain que vous vous trouvez dans quelle entente, regardez dans le bandeau du haut et ça vous donner l'information pour vous assurer que vous êtes dans la bonne entente. Je laisse maintenant Marie-Hélène vous parler de la suite. Alors, bonjour. Donc, je prends le relais avec la première activité qui est à réaliser dans la plateforme. Donc, on vous invite à vérifier et à compléter la liste des personnes ressources et des personnes désignées. D'abord, un petit rappel concernant le rôle des utilisateurs dans la plateforme. L'accès à une entente dépend du rôle de l'utilisateur. C'est quelque chose qu'on a présenté au webinaire précédent. Vous avez donc le rôle des personnes ressources. Les personnes ressources sont au nombre de 4. Il y a la direction générale de l'organisme signataire ainsi que les 3 personnes qui sont identifiées à l'entente, soit à l'annexe D ou à l'annexe E selon les ententes. Vous avez un exemple ici d'une annexe E d'une entente de partenariat où vous allez retrouver justement les personnes qui sont identifiées pour les questions administratives et financières, les questions techniques, ainsi que les questions relatives aux communications. Donc, ce sont les 3 personnes ressources identifiées à l'entente. Les personnes ressources, il y a une limite, à savoir qu'il y a une seule personne par rôle. Et les personnes ressources peuvent consulter, modifier, soumettre des informations sur la plateforme. Et en plus, elles gèrent les autres utilisateurs, donc des personnes qui seraient désignées par les personnes ressources. Et ces personnes désignées seraient autorisées à accéder à l'entente sur la plateforme. De l'autre côté, on a les personnes désignées, qui justement sont désignées par une personne ressource via une demande qui se fait à IEQ sur la plateforme. Et il y a 2 types d'accès pour les personnes désignées. Les personnes désignées peuvent avoir un accès en lecture seule, ou à ce moment-là, elles peuvent seulement consulter les informations qui sont présentes sur la plateforme, ou la personne désignée peut obtenir un accès écriture. À ce moment-là, l'utilisateur peut modifier, soumettre des informations sur la plateforme, sauf à la page des personnes ressources qui est réservée aux personnes ressources seulement. Quant au nombre de personnes désignées, alors, il n'est pas limité, contrairement au nombre de personnes ressources. Alors, pourquoi est-ce que c'est important à ce stade-ci de vérifier et de compléter la liste des personnes ressources et des personnes désignées? D'abord, les personnes ressources sont celles qui seront notifiées par courriel lorsque IEQ va déposer des communications sur la plateforme. Donc, à la page communication de IEQ sur la plateforme, IEQ peut envoyer des communications et il y a une notification qui est envoyée aux personnes ressources. Donc, si on veut que les personnes ressources soient informées, on doit les avoir identifiées préalablement à l'entente dans la plateforme.
Ensuite, deuxième raison, ben, les personnes ressources et les personnes désignées accès écriture, sont celles qui vont pouvoir soumettre des informations sur la plateforme, notamment les demandes de paiement. Comment on fait pour ajouter une personne ressource ou une personne désignée et quand est-ce que c'est applicable, là, dans quelles circonstances on voudrait ajouter une personne? Vous avez des exemples. Disons qu'il y a un rôle de personne ressource qui est vacant. Par exemple, il n'y a pas de directeur ou directrice générale qui figure à l'entente. Donc, vous pourriez vouloir combler ce rôle. Un autre exemple, lorsqu'une personne contribuera à fournir des informations à une personne autre qu'une personne ressource, vous voudrez lui donner un accès écriture pour qu'elle puisse, par exemple, fournir de l'information dans le cadre des demandes de paiement. Comment procéder pour ajouter une personne ressource ou une personne désignée? On va reprendre certains éléments qui ont été discutés au webinaire précédent, mais là, on va y aller étape par étape, donc vous allez être guidé dans la démarche sur la plateforme. Donc, d'abord, vous vous dirigez vers la page, vous regardez dans le menu de gauche et vous vous dirigez vers la page Personnes ressources. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton d'action Ajouter une personne. Un formulaire va alors s'ouvrir, donc un formulaire d'ajout d'une personne ressource et d'une personne désignée. Première étape, vous allez identifier la personne que vous voulez ajouter. Si cette personne-là s'est déjà créé un compte utilisateur sur la plateforme des IEQ, vous pourrez faire la recherche avec la petite loupe, là où il y a le numéro 1 qui est identifié, et vous pouvez faire une recherche et vous verrez tous les utilisateurs associés à votre organisme qui ont un compte sur la plateforme déjà. Si la personne que vous souhaitez ajouter ne s'est pas déjà créé un compte utilisateur, à ce moment-là, vous devrez remplir vis-à-vis le numéro 2 tous les champs concernant les coordonnées de cette personne-là. Troisième étape, vous sélectionnez le rôle que vous voulez donner à la personne en question. Dans l'exemple ici, on veut ajouter, donner le rôle de personne désignée avec un accès écriture. Quatrième et avant-dernière étape, dans le boîtier description de la demande, vous devez nous fournir une explication concernant l'ajout de la personne désignée ou de la personne ressource. Et enfin, cinquième étape, vous cliquez sur Soumettre et la demande nous est transmise. Je rappelle que tous les champs qui sont identifiés par un astérisque rouge sont des champs obligatoires. Donc, si vous venez pour soumettre la demande et qu'il y a un de ces champs-là qui est vide, vous allez avoir un message d'erreur qui s'affichera en haut du formulaire et qui vous indiquera quels champs sont manquants. Une fois que la demande est soumise, vous la verrez apparaître dans le tableau du bas à la page Personnes ressources. Donc, on l'a indiqué ici avec un encadré jaune, c'est la nouvelle demande qui vient d'être soumise. Vous voyez le statut de la demande qui sera appelé à changer au fur et à mesure que l'EQ sera en train de traiter la demande ou l'aura approuvée ou refusée. C'est important de comprendre que toute demande d'ajout, de modification ou de suppression passe par une demande et donc par un traitement chez IEQ. Maintenant, quand est-ce qu'on voudrait retirer un rôle à une personne ressource ou à une personne désignée? Encore une fois, quelques exemples sont fournis ici. Une personne désignée n'est plus à l'emploi de l'organisme signataire, donc on voudrait lui retirer le rôle. Une personne désignée n'est plus impliquée dans les redditions de comptes auprès de IEQ, ou bien une personne a été ajoutée comme personne désignée, mais il s'agissait d'une erreur. Donc, on en est dans nos premiers pas dans la plateforme de gestion contractuelle de part et d'autre, qu'il pourrait y avoir quelques erreurs et on peut corriger en retirant un rôle. Comment on procède pour retirer un rôle? Alors, vous allez à la page, vous êtes toujours à la page Personnes ressources et vous cliquez sur le menu d'action qui est à droite. Vous voyez la petite flèche qui pointe vers le bas. Vous cliquez sur ce bouton d'action et vous avez accès à modifier le rôle. Alors ici, on souhaite modifier le rôle de Kelly Scott de la MRC des Baies sauvages. Un formulaire va s'ouvrir. Donc, dans ce cas-ci, c'est un formulaire de modification, de retrait du rôle, pardon. Donc, à la deuxième étape, vous allez choisir le rôle que vous voulez lui attribuer. Dans ce cas-ci, on veut lui retirer le rôle, donc enlever le rôle de Kelly Scott.
vous inscrivez une explication et vous pouvez soumettre la demande. Qu'en est-il de modifier un rôle? Par exemple, au moment où une personne apparaît comme personne ressource pour les 4 rôles différents, donc direction générale, responsable technique, responsable des communications, responsable des questions administratives et financières. C'est quelque chose qu'on a vu quand les ententes ont été conclues. Ce n'était pas rare qu'une même personne ressource occupait les 4 rôles. Si vous voulez attribuer un de ces rôles à une autre personne, bien, c'est avec l'action de modifier un rôle. Vous pourriez aussi vouloir modifier un rôle si une personne désignée occupe désormais le rôle d'une personne ressource, donc substituer un rôle entre deux personnes déjà utilisateurs là, dans la plateforme pour l'organisme signataire. Comment on procède? Là aussi, vous allez sur la ligne de la personne en question, à la page personne ressources. Vous cliquez sur la petite flèche qui pointe vers le bas, le bouton d'action, et vous choisissez modifier le rôle. À la page dans le formulaire qui va s'ouvrir pour modifier le rôle d'une personne ressource ou d'une personne désignée, il y a 2 champs qui sont modifiables, mais vous ne pouvez en modifier qu'un seul. Donc, soit que vous changez la personne, donc ici, on pourrait changer Kiara Smith pour un autre utilisateur qui deviendra alors la personne ressource, administration et finances, ou bien on maintient Kiara Smith et c'est au niveau du rôle qu'on vient donner un nouveau rôle à cette personne-là. Donc, la modification se fait à l'un ou l'autre des 2 champs, mais pas les deux. Voilà. Dans l'exemple suivant, on a remplacé Kiara Smith. Donc, c'est dans le premier champ qu'on a apporté une modification. On propose de donner le rôle de personne ressources, administration et finances, ici à Pierre de Coubertin. On a fourni une explication et finalement, on soumet la demande. Dernière action qu'on peut faire en lien avec les personnes ressources et les personnes désignées, c'est de mettre à jour les coordonnées d'une personne. Dans quelles circonstances? Bien, par exemple, un utilisateur a un nouveau titre, a changé de numéro de poste, ou bien il y a, par exemple, une erreur dans le prénom d'un des utilisateurs. Alors, comment fait-on pour mettre à jour les coordonnées d'une personne? Dans ce cas-ci, on va vous inviter à vous diriger dans le bandeau du haut où vous allez voir votre nom. Donc, c'est chacun des utilisateurs qui peut mettre à jour les informations de son profil. Donc, par exemple, ici, je pourrais cliquer sur Marie-Hélène Gravel et j'aurai à ce moment-là un formulaire relatif à mon profil où je pourrais apporter la modification, comme on parlait tantôt, le titre qui a changé, numéro de poste, etc. Et on peut soumettre. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de traitement de la demande par EEQ. Les modifications que font chacun des utilisateurs dans leur profil sont effectifs là, au moment où ils envoient l'information à jour. J'enchaîne avec la deuxième activité qu'on vous invite à réaliser sur la plateforme de gestion contractuelle dans le cadre de la première déclaration trimestrielle, c'est-à-dire vérifier et compléter la liste des contrats avec mandataire. Pourquoi c'est important de vérifier et de compléter la liste des contrats à ce stade-ci? D'abord, parce que le système va vous demander d'associer votre déclaration de service au contrat correspondant parmi la liste de vos contrats avec mandataire. Donc, pour un service qui est rendu par un mandataire dans le cadre d'un contrat. Cette association-là, elle est obligatoire, donc vous ne serez pas en mesure de soumettre une demande de paiement sans avoir réalisé cette étape. Enfin, tous les contrats pour lesquels votre organisme voudra réclamer un montant auprès des EEQ doivent être présents dans la liste, incluant les contrats pour la gestion des matières recyclables récupérées en écocentre ou en point d'apport volontaire, si c'est applicable, évidemment, et si l'écocentre ou le point d'apport volontaire est visé à votre entente de partenariat ou votre entente financière. Les services qui sont effectués en régie interne ne répondent pas, je dirais, à la définition de contrat avec un mandataire. On verra un petit peu plus loin dans la présentation avec un exemple concret comment vous pouvez indiquer que le fournisseur de services est un organisme municipal qui réalise des services en régie interne.
À l'heure actuelle, quand vous consultez la page contrat avec mandataire, si vous constatez qu'il y a des contrats qui sont manquants ou qu'il y a absence de contrat et que vous dites, ben, j'ai déjà fourni certaines informations à Éco-entreprise Québec, par exemple, dans le cadre de l'analyse des documents d'appel d'offres, si vous ne les voyez pas, ces contrats-là, c'est qu'il nous manquait soit une information ou un document. Je vais y venir tout de suite là, à savoir quels documents nous avons besoin pour considérer que le dossier est complet là, relativement au contrat avec le mandataire. Alors, quelles sont les actions qu'on peut faire au niveau des contrats avec les mandataires? D'abord, ajouter un contrat. Vous vous dirigez en consultant le menu de gauche dans la plateforme de gestion contractuelle, vous vous rendez à la page contrat avec mandataire. Et pour ajouter le contrat, vous vous appuyez sur le bouton d'action Ajouter un contrat avec mandataire. Alors, quand est-ce que ce sera approprié de faire cette action-là? Ben, du moment où vous constatez qu'il y a un contrat pour lequel vous prévoyez faire une demande de remboursement auprès des EQ et que ce contrat-là est absent de la liste. Dans le formulaire qui va s'ouvrir quand vous voulez ajouter un contrat avec mandataire, vous allez voir les informations suivantes. Donc, différents champs, compléter le champ relatif au numéro de référence du contrat. Donc, quel est le code, la codification que vous avez donnée à ce contrat-là, le nom du mandataire, le titre que vous avez donné à ce contrat-là, la date de début de service, la date de fin de service, la date de fin de service. Si vous êtes en entente de partenariat, ça sera la date de fin, je dirais, durée ferme du contrat. Si vous êtes avec une entente financière avec Éco-entreprise Québec, la date de fin doit correspondre à ce qui apparaît à l'annexe de votre entente financière pour le contrat en question. Quand vous ajoutez un contrat, vous, comme dans les formulaires précédents, donnez une explication là, relativement à cet ajout. Et le système va vous inviter à fournir deux types de documents. Quand je disais tantôt que pour que le dossier soit complet relativement à un contrat, ça nous prend les documents suivants. Donc, d'abord, le contrat avec le mandataire. Ça inclut le document d'appel d'offres, ça inclut la soumission de l'adjudicataire. Et enfin, un deuxième document qui est la résolution concernant l'adjudication du contrat. Une fois que vous avez joint ces documents-là, vous pouvez soumettre l'ajout. Encore une fois après avoir soumis la demande, d'une part, vous recevez l'utilisateur qui fait la soumission de la demande reçoit une notification par courriel l'informant que la demande a bien été reçue chez Éco-entreprise Québec et vous voyez apparaître dans la liste des demandes la demande qui vient tout juste d'être soumise. Vous pouvez aussi annuler ou retirer un contrat. Dans quelles circonstances? Par exemple, un contrat concerne les résidus verts. Alors, vous voyez ce contrat-là sur la plateforme. Or, les résidus verts, ce ne sont pas des matières visées par la REP collecte sélective, donc vous ne ferez pas de demande de remboursement à IEQ pour ce contrat-là. On peut donc le retirer. Vous pourriez aussi vouloir annuler ou retirer le contrat qui apparaît à la page contrat mandataire si le contrat a été résilié, par exemple. Alors, comment procéder? Vous avez les différentes étapes aux diapositives suivantes. Comme c'est quasiment les mêmes étapes que ce qu'on a vu avec les personnes ressources, et par économie de temps, je ne présenterai pas chacune des étapes, mais vous aurez néanmoins pour référence là, dans le présent document, quand le PowerPoint vous sera rendu disponible, vous serez guidé étape par étape là, pour faire l'annulation d'un contrat. L'action suivante qui est possible avec les contrats avec mandataire, c'est de modifier une information relative au contrat. Par exemple, la date de fin que vous voyez dans la plateforme est erronée, le titre ne correspond pas au contrat ou le nom du mandataire ne correspond pas à l'adjudicateur du lot portant sur les matières recyclables, par exemple. Encore une fois, vous avez la procédure dans les diapositives suivantes sur comment procéder pour apporter une modification à une information relative à un contrat. J'enchaîne avec la troisième activité que l'on vous invite à réaliser sur la plateforme de gestion contractuelle et ça concerne les informations additionnelles qu'EQ souhaite aller recueillir auprès de vous au sujet des écocentres qui sont visés à une entente de partenariat ou une entente financière.
Pourquoi ces informations à ce stade-ci? D'abord, ce sont des informations n'avaient pas été recueillies au moment de conclure les ententes de partenariat, les ententes financières. Et ce sont des informations qui vont permettre à IAQ de mieux mesurer l'étendue de la desserte dans les écocentres pour la récupération des matières de type recyclable et de mieux évaluer les besoins. Cette action-là, elle ne concerne que les organismes signataires qui ont un ou des écocentres visés à leur entente. Vous verrez les écocentres en question à l'annexe C ou à l'annexe D de vos ententes. Là, c'est variable selon les ententes de partenariat et les ententes financières. Petite note pour les organismes municipaux qui ont compétence et qui gèrent un écocentre qui récupèrent ou sont récupérés des matières de type recyclable. Si vous êtes un organisme municipal avec un écocentre comme ça et que vous n'avez pas d'entente actuellement avec IEQ pour votre écocentre, sachez qu'on va vous revenir prochainement pour conclure une entente spécifique aux écocentres et aux points d'apport volontaires. Donc, c'est une démarche qui sera entreprise là, prochainement. Hum, pour modifier les informations relatives à un écocentre, donc pour aller compléter les informations additionnelles qu'IAQ souhaite aller chercher, c'est par la fonction modifier les informations à un écocentre. Donc, encore une fois, ça concerne seulement les écocentres et seulement si votre organisme signataire a une entente avec des écocentres inclus à cette entente-là. Comment procéder? Alors, vous utilisez toujours le menu de gauche et vous vous dirigez vers la page Écocentre et points d'apport volontaires. Et vous verrez dans la table du haut, seulement pour les écocentres, qu'il y a une colonne supplémentaire où c'est indiqué information additionnelle, donc requise. Alors, le oui vous indique qu'effectivement, IEQ cherche à avoir davantage d'informations concernant les écocentres. Vous appuyez alors sur le bouton d'action, petite flèche vers le bas, sélectionnez Modifier et le système vous amènera dans un formulaire de modification d'un écocentre ou d'un point d'apport volontaire. Je répète que les informations additionnelles concernent seulement les écocentres, donc pas les points d'apport volontaires. Dans le formulaire, les premières sections seront déjà complétées avec ce qui apparaissait déjà dans vos ententes à l'annexe C ou D, comme mentionné précédemment. Les informations additionnelles supplémentaires pour lesquelles on va aller chercher vos données concernent d'abord les types d'usagers qui sont desservis par l'écocentre en question. Donc, s'agit-il d'une clientèle résidentielle et quelques ICI ou tous les ICI sont desservis. Donc, vous pouvez cocher tout ce qui s'applique. Ensuite, vous irez nous indiquer quelles sont les municipalités ou les communautés autochtones qui sont accueillies ou desservies à l'écocentre. Il n'est pas rare que le territoire d'application ou de desserte entre la collecte porte-à-porte et la desserte à un écocentre ne sont pas les mêmes. Donc, on est intéressé à savoir quelle municipalité vous desservez avec un écocentre. Est-ce qu'il y a une municipalité voisine, par exemple, qui est desservie? Est-ce qu'il y a moins de municipalités que ce qui est couvert dans le restant de l'entente de partenariat? Donc, vous sélectionnez par le bouton Ajouter. Vous allez pouvoir sélectionner des municipalités, faire une recherche par mots-clés, soit avec le code géographique de la municipalité ou avec son nom. Vous pouvez utiliser l'étoile pour faire la recherche rapidement. Une fois que vous avez ajouté toutes les municipalités concernées par l'écocentre visé par le formulaire qui est actuellement là, ouvert, vous ajoutez une petite description, une explication et vous pouvez soumettre la modification. Enfin, quatrième activité à réaliser sur la plateforme dans le cadre de la première déclaration, c'est la demande de paiement. Alors, demande de paiement pour les services rendus dans le premier trimestre là, de l'année 2025. Pourquoi vous allez faire une demande de paiement? D'abord, il faut que ce soit des services qui sont prévus à votre entente avec IEQ. Quand est-ce que sont faites les demandes de paiement? Quand ça concerne un remboursement trimestriel, les organismes signataires ont un délai de 45 jours à partir de la fin d'un trimestre civil pour soumettre une demande de paiement. Donc, pour le paiement du premier trimestre, on parle du 15 mai et vous avez là, les échéances subséquentes.
En ce qui a trait aux compensations annuelles, elles seront déclarées seulement à la fin de l'année et on vous reviendra là, en temps et lieu avec de l'accompagnement sur le pas à pas puis les démarches à entreprendre là, sur la plateforme pour déclarer les activités rendues dans le cadre de la compensation annuelle. Comment on procède pour faire une demande de paiement? Il faut comprendre d'abord la structure, je dirais. Une demande de paiement va être composée de l'ensemble des déclarations de services qui sont rendues pendant le trimestre donné. La demande de paiement elle se fait en deux grandes étapes. D'abord, il y a déclarer les services rendus pendant le trimestre et deuxièmement, soumettre la demande qui va regrouper tous les services rendus pendant le trimestre visé. On va illustrer ça avec un et des exemples concrets. Plusieurs exemples, là, ça viendra un petit peu plus précis. Donc, la première étape, déclarer chacun des services rendus pendant le trimestre. Au niveau de la navigation, dans le menu de gauche sur la plateforme, vous vous rendez à la page Nouvelle demande et ensuite, vous cliquez sur le bouton d'action Ajouter une déclaration de service. Vous allez voir un formulaire qui va s'ouvrir comme toutes les autres actions là, de type demande qu'on peut faire sur la plateforme. Donc, ce sera un formulaire d'ajout d'une déclaration de service. Et là, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter les différents champs qui sont à compléter dans le formulaire d'une déclaration de service. D'abord, vous allez choisir le type de demande. Est-ce qu'il s'agit d'un remboursement trimestriel ou d'une compensation annuelle? Donc, dans ce cas-ci, on a choisi remboursement trimestriel. Vous allez choisir l'année et le trimestre visé. Quatrièmement, vous allez choisir le type de service rendu. Je vous présente la liste des services rendus. Donc, vous avez un menu déroulant qui vous propose plusieurs possibilités. Donc, vous choisissez le service rendu. Par exemple, c'est de la collecte et transport des matières recyclables en porte-à-porte. C'est de la réparation, remplacement d'équipements de récupération dans les lieux publics extérieurs, de la collecte et du transport pour une matière récupérée en écocentre. Donc, vous avez une liste assez exhaustive. Si jamais le service pour lequel vous souhaitez faire une réclamation pour un montant, n'apparaît pas dans le menu déroulant, vous pouvez sélectionner tout au bas du menu le choix Autres services. Quand vous choisissez Autres services, il y a un champ supplémentaire qui va s'afficher dans le formulaire et on vous demandera quel est le numéro d'article correspondant dans votre entente. Alors, à ce moment-là, vous devrez vous référer à l'annexe C ou à l'annexe D de votre entente, où il peut y avoir des clauses particulières personnalisées et vous pourrez utiliser à ce moment-là le numéro de l'article correspondant. Donc, on vous invite à aller voir les annexes de personnalisation, les annexes C et D, si jamais vous déclarez un service de type autre service. Donc, vous devez indiquer le numéro de l'article ainsi que quelques mots-clés là, pour qu'on comprenne la description du service en question. Si vous avez plusieurs services qui sont regroupés dans un même contrat, par exemple, vous avez un contrat dans lequel il y a de la collecte et du transport, porte-à-porte en conteneur, et il y a aussi de la location de conteneurs. Alors, il y a deux options qui s'offrent à vous. Ça ira en fonction de la ventilation de votre bordereau de prix, ainsi que de la ventilation de la facture que vous remet votre mandataire. Si cette ventilation-là entre les deux activités, elle existe, on vous invite à déclarer les deux services distinctement. Donc, un premier service pour collecter transport, puis ensuite, vous feriez une deuxième déclaration pour conteneur location. Si le prix, si vous n'avez pas accès à cette ventilation-là quant au coût de chacun des services, mais à ce moment-là, c'est le service principal, là, la dépense la plus importante qui dictera le service là, à choisir dans le menu. Après avoir sélectionné le type de service rendu, vous devez indiquer le type de fournisseur de service. Donc, c'est là qu'apparaît régie interne. Vous verrez aussi mandataire avec contrat et mandataire sans contrat. Quelle est la différence? Je vais vous présenter les différentes options. D'abord, si vous choisissez régie interne,
Le formulaire va se développer et vous aurez une nouvelle question qui sera posée, à savoir qui réalise le service en régie interne. Est-ce que c'est l'organisme signataire de l'entente lui-même ou c'est un autre organisme municipal ou une communauté autochtone qui offre le service en régie interne? Si vous choisissez autre organisme municipal ou communauté autochtone, une question supplémentaire là aussi va s'afficher et on vous demandera d'identifier l'organisme municipal en question. Si vous choisissez mandataire avec contrat comme fournisseur de services, vous verrez apparaître la liste des contrats avec mandataire que vous aurez préalablement renseignés à la page contrat avec mandataire. Lorsqu'on vous disait qu'il y a une association entre une déclaration d'un service et le contrat qui s'y rapporte, c'est ici que ça se passe. Donc, vous êtes invité à ce moment-là à choisir lequel des contrats correspond au service qui est déclaré. Enfin, troisième option, vous pouvez choisir mandataire sans contrat. Un exemple de mandataire sans contrat, vous avez acquis, disons, d'un fournisseur 5 duos au bac pour remplacer Subrisé dans un lieu public extérieur. Alors, il y a bel et bien un mandataire, c'est le fournisseur des duos au bac, mais compte tenu du petit montant de l'achat, ben, vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas nécessairement de contrat avec ce fournisseur-là. Vous avez cependant une facture de ce fournisseur que vous devrez nous fournir là comme pièce justificative et je vais y venir un petit peu plus loin. Prochaine étape, toujours dans le formulaire de déclaration d'un service rendu, vous devez indiquer le montant réclamé pour le service rendu. Donc, s'il y a des taxes applicables, vous devez inclure dans le montant réclamé la portion des taxes qui est non remboursée par les gouvernements. Donc, actuellement, c'est 50 de la TVQ qui n'est pas remboursée aux organismes municipaux. Donc, vous pouvez l'inclure dans le montant réclamé. Si vous avez de l'information supplémentaire, le champ description est là pour vous. Vous pouvez nous donner des détails, mais ce n'est pas un champ obligatoire. Ensuite, vous êtes invité à fournir les documents, donc des pièces justificatives. En fonction du service que vous aurez choisi un peu plus haut dans le formulaire, il y aura un ajustement des documents à fournir. Donc, c'est dynamique là, selon le type de service rendu. Dans ce cas-ci, on a choisi la collecte et du transport. On vous demande si vous les avez, les rapports de pesée mensuels. Ça, c'est si c'est disponible. Et de manière obligatoire, on vous demande de fournir des factures. Alors, les factures, on parle ici des factures du mandataire, donc celui qui a réalisé les services, donc les factures qui ont été émises à votre intention et non pas une facture de l'organisme signataire vers RIEQ. Enfin, vous pouvez enregistrer votre déclaration de service. Si tous les champs sont complets, si vous avez en main les documents à joindre, vous enregistrez. Par contre, si vous devez revenir dans votre déclaration parce qu'il vous manque un détail, parce qu'il y a un document à joindre que vous n'avez pas encore en main, vous pouvez choisir sauvegarder comme brouillon et vous aurez à ce moment-là le brouillon disponible et vous pourrez poursuivre et revenir dans cette déclaration de service. La deuxième étape d'une demande de paiement, c'est la soumission de la dite demande. Donc, d'abord, pour soumettre la demande, toutes les déclarations doivent être finalisées. Donc, le statut de chacune des déclarations de service doit être à enregistrer. S'il y a une déclaration de service qui est au statut de brouillon, le système ne vous permettra pas de soumettre la demande. Vous devrez soit compléter la déclaration ou bien retirer la déclaration. Ensuite, vous êtes appelé à cocher ici la déclaration de je confirme avoir lu, compris, je déclare que les renseignements sont exacts, etc. Et finalement, vous pouvez soumettre la demande de paiement. Pour RIEQ, le délai de traitement d'une demande de paiement commence au moment où vous avez soumis une demande de paiement qui est complète et conforme, et ce délai est de 40 jours à partir de la date de soumission. Qu'est-ce qu'une demande de paiement qui est complète? C'est lorsque tous les services rendus sont déclarés dans la même, donc une seule demande de paiement pour le trimestre donné, et toutes les informations et documents demandés ont été fournis. Quand est-ce qu'une demande de paiement
respecte le critère de conformité. D'abord, si la demande de paiement est soumise dans la bonne entente, donc comme l'a mentionné Sophie d'entrée de jeu, la vigilance est de mise là, pour les organismes signataires qui ont conclu à la fois une entente de partenariat et une entente financière avec EQ. Assurez-vous de faire votre demande de paiement dans la bonne entente sur la plateforme. Une demande de paiement est conforme lorsque les services déclarés sont prévus à l'entente et les services déclarés et montants réclamés concernent les clientèles admissibles seulement. Par exemple, s'il y a fourniture de contenants de collecte pour des clientèles, on vous rappelle que les multilogements là, de 20 logements et plus et les ICI non assimilables ne sont pas des clientèles admissibles pour des remboursements. Le montant réclamé doit aussi être exempt d'erreur et les pièces justificatives fournies doivent être adéquates. Le système vous guide vers les documents qui sont attendus, mais le système n'est pas à ce point intelligent que si vous nous soumettez une recette de muffin, ben, ce sera pas, ce sera jugé comme une demande conforme. Je vous propose un exemple concret d'une demande de paiement qui serait composée des trois services suivants. Donc, si la MRC des baies sauvages devait déclarer un service de collecte et transport en porte-à-porte, un service réalisé par un mandataire, un autre service de collecte et transport en porte-à-porte, mais effectué en régie interne pour une partie du territoire d'application, et enfin un troisième service de collecte, transport, tri-conditionnement pour des contenants aérosols vides qui sont récupérés dans l'écocentre de la MRC des baies sauvages. Donc, vous allez avoir un exemple concret où les champs ont tous été complétés. D'abord, pour le premier service de collecte et transport des matières recyclables en porte-à-porte avec un mandataire qui a un contrat. Alors, vous voyez que le type de demande est un remboursement trimestriel. On a le premier trimestre de 2025. Dans le menu déroulant, on a choisi collecte et transport des matières recyclables en porte-à-porte. Le fournisseur de services est un mandataire avec contrat. Comme c'est un mandataire avec contrat, on a dû associer la déclaration de service au contrat concerné, ce qui a été fait dans le boîtier fournisseur de services. Le montant réclamé est indiqué. Il n'y avait pas d'informations supplémentaires, donc le champ description est laissé vide. Et on a l'utilisateur de la MRC des baies sauvages a joint les factures regroupées dans un PDF, les factures de son mandataire. Un deuxième service déclaré, collecte et transport des matières recyclables en porte-à-porte, mais cette fois-ci pour des services qui sont effectués en régie interne. Donc, il y a des informations supplémentaires. On voit que dans ce cas-ci, ce n'est pas la MRC des baies sauvages, organisme signataire qui effectue les travaux en régie interne. C'est un autre organisme municipal dans le territoire d'application. C'est Bleuville. Le montant réclamé a été indiqué ici. Pour les services en régie interne, le calcul du montant réclamé est obtenu par un calculateur qui a été élaboré par EEQ et qui est disponible dans la page Centre de documentation. On va avoir un petit peu plus tard un exemple de où se trouvent là, les documents et à quoi ressemble le centre de documentation. Ici, il y a une description supplémentaire qui a été fournie. On dit que Bleuville dessert non seulement son territoire, mais aussi celui de Fraiseville. Et il y a des documents obligatoires qui ont été fournis. Comme je vous le disais, les documents obligatoires vont s'ajuster en fonction du type de service rendu et aussi du type de fournisseur. Donc, dans ce cas-ci, il est demandé de fournir les rapports mensuels de pesée si on les a en main. Donc, la MRC des baies sauvages avait en main les rapports de pesée. Ils ont été joints. Et l'autre document qui est obligatoire, c'est le formulaire de déclaration des dépenses réelles pour les services rendus en écocentre. C'est ce formulaire-là dont je vous parlais il y a quelques instants qui se retrouve, c'est un calculateur Excel, et qui se retrouve dans le centre de documentation. À l'heure actuelle, si vous vous connectez à la plateforme, vous rentrez dans votre entente et vous vous rendez jusqu'au centre de documentation, vous verrez que le centre de documentation est présentement vide. Les documents seront ajoutés d'ici la fin de la semaine pour que vous ayez accès aux différents calculateurs. Donc, vous ajoutez les différents documents et cette déclaration-là peut être enregistrée. Dernier exemple de service qui est déclaré pour la
demande de paiement de la MRC des baies sauvages, c'est de la collecte et du transport, triconditionnement pour les contenants aérosols vides à l'écocentre de la MRC des baies sauvages. C'est réalisé par un mandataire avec contrat, donc il y a une association qui a été faite relativement aux fournisseurs de services pour identifier le contrat en question. Le montant réclamé est indiqué ici. Il y a une description qui a été fournie par la MRC des baies sauvages, à savoir que le mandataire ici fait non seulement la récupération des contenants aérosols vides, mais cette collecte, transport, triconditionnement des contenants aérosols vides se fait à même la collecte des RDD. Donc, il y a lieu, les RDD, les résidus domestiques dangereux. Donc, il y a lieu de départager la part qu'occupent les contenants aérosols vides parmi l'ensemble des RDD, parce que la REP collecte sélective ne vise que les contenants aérosols vides et pas les autres résidus de RDD. Dans ce cas-ci, la MRC des baies sauvages nous indique que son mandataire est capable d'évaluer la part que représentent les contenants aérosols vides, que ça représente 15 Donc, par rapport aux montants qui apparaissent sur les factures du mandataire, ben, il y a un taux, un pourcentage de seulement 15 qui a été appliqué sur le montant pour évaluer la part ou le montant réclamé relativement au service de collecte, transport, triconditionnement des contenants aérosols vides. Il y a des documents à joindre de manière obligatoire, les factures du mandataire, donc en vertu du contrat. Une fois que vous avez soumis la demande, vous voyez à la page historique des demandes l'information suivante. D'abord, un premier tableau en haut de la page avec sommaire des demandes de paiement. Donc, vous voyez pour le premier trimestre, trimestre 1 2025, remboursement trimestriel, vous voyez la somme, donc le montant total pour les trois des services qui ont été déclarés. Et vous avez ensuite le détail, service par service, avec les montants pour la déclaration du premier trimestre 2025. Pour la suite, je vous laisse entre les bonnes mains de Sophie. Merci, Marie-Hélène. Donc, le deuxième exemple que je vais vous présenter, c'est pour le rachat des bacs et des pièces qui étaient en inventaire au 1er janvier 2025. Donc, ça peut viser autant un organisme municipal qui était prévu dans une entente qui a été signée par IEQ, qui faisait partie du territoire d'application de l'entente ou même l'organisme signataire lui-même. Dans le cas de demande de rachat des bacs et des pièces en inventaire, le formulaire que vous allez voir à la page suivante, c'est le même type de formulaire que Marie-Hélène vous a présenté. Donc, dans le haut de la page, vous devez déclarer le premier trimestre, remboursement trimestriel pour 2025. Dans le type de service rendu, le point 4 qu'on voit, vous indiquez autres services. Pour le point 5, on demande le numéro de l'article de l'entente. On vous demande d'indiquer le numéro 100. Ne cherchez pas dans l'entente, il n'y a pas d'article numéro 100, c'était juste un chiffre que nous, on a désiré utiliser pour que toutes les demandes de rachat soient indiquées avec l'article 100. Dans le type de service qu'on voit au numéro 6, vous indiquez rachat, inventaire, bac. Et dans le type de fournisseur de services, le numéro 7, vous indiquez non applicable. Par la suite, au numéro 8, on vous demande de déclarer le montant de rachat. Et pour savoir quel montant déclarer, vous allez devoir vous référer au formulaire que je vais vous présenter à l'instant. Donc, dans le centre de documentation se trouvera demain le formulaire de rachat d'inventaire. Chaque formulaire, il y aura 4 formulaires qui seront en ligne et chaque formulaire est monté de la même façon. Comme vous voyez, entouré en orange dans le bas, il y a 3 onglets. Un premier onglet qui est le guide de l'utilisateur, un deuxième onglet qui est l'identité du requérant et le troisième onglet qui permet la déclaration en tant que telle.
Le guide de l'utilisateur, c'est ce qui permet de mettre en contexte le formulaire, qui indique les informations qui permettent de le compléter. On y retrouve notamment la date de mise à jour par Éco-entreprise Québec, une mise en contexte, les conditions générales de paiement, les dates de référence qui doivent être utilisées. Dans ce cas-ci, on parle d'un inventaire des bacs et pièces qui sont non déployés au 1er janvier 2025. Quand on parle de non déployés, c'est que ce sont des bacs et pièces qui doivent être en inventaire. EQ ne rembourse pas les bacs ou les pièces qui étaient en utilisation au 1er janvier 2025. On retrouve aussi dans ce guide utilisateur une description des coûts admissibles et non admissibles, ainsi que les étapes à réaliser pour pouvoir compléter le formulaire. À l'onglet Identification, ça permet d'identifier l'organisme signataire à la section 1.1. Donc, vous devez compléter le code de l'entente et le nom de l'organisme signataire. Et si jamais la demande est faite pour une des municipalités qui fait partie du territoire d'application, vous devrez indiquer le nom de la municipalité ainsi que son code géographique. Finalement, la déclaration en tant que telle, ça ressemble à ce que vous voyez là. Dans le fond, c'est là que vous allez devoir déclarer de manière unitaire les bacs et les pièces en inventaire au 1er janvier 2025. Il doit s'agir de bacs autorisés dans le cadre de l'entente signée avec IEQ. Donc, habituellement, ce seront des bacs de 360 litres ou de 240 litres, mais si jamais votre entente autorise d'autres formats de bacs, vous devrez l'indiquer dans la colonne format. Il y a une colonne quantité en inventaire, donc vous devrez indiquer la quantité en inventaire au 1er janvier 2025. Et si jamais vous avez effectué l'inventaire un peu plus tard que le 1er janvier, je vous invite à aller consulter le webinaire là, sur les bacs là, qui a été diffusé il y a quelques semaines pour voir comment on vous demande de réaliser cet inventaire-là. Puisque EEQ va vous rembourser le coût réel payé de ces bacs et pièces qui étaient en inventaire, dans la troisième colonne, vous allez devoir indiquer le prix unitaire avant les taxes selon les factures que vous devrez nous déposer aussi comme pièce justificative. Le formulaire calcule automatiquement le coût qui sera réclamé à IEQ par type de bac ou de pièce, le coût total avant taxe et les parties des taxes qui sont non remboursées par le gouvernement, donc qui seront remboursées par IEQ. Et le total qui se trouve au bas du formulaire, c'est le montant que vous allez devoir que vous allez devoir reporter, pardon, dans la plateforme. Je vous ramène donc à la plateforme au point numéro 8. Donc, c'est le total du formulaire qui va devoir être indiqué à cet endroit-là. Et vous allez devoir joindre des pièces justificatives pour compléter votre demande de rachat d'inventaire au 1er janvier. C'est ce qu'on voit au numéro 9 et que je vous présente maintenant dans la prochaine diapositive. Donc, il y a quelques documents à joindre pour les demandes de rachat d'inventaire. Je rappelle que pour chaque municipalité pour qui cela s'applique, il y a une nouvelle demande de paiement qui doit être faite et il doit y avoir les 4 documents suivants qui vont devoir être joints. Le formulaire de rachat d'inventaire qui est complété, un rapport d'inventaire au 1er janvier 2025 qui va justifier les quantités de bacs et de pièces que vous aviez en inventaire et que vous avez indiquées dans le formulaire. Vous allez devoir joindre les factures datées qui vont confirmer le coût d'achat unitaire de ces bacs et pièces. Et c'est les montants qui sont indiqués dans ces factures que vous allez devoir reporter dans le formulaire. Il y aura aussi à compléter et à joindre à la déclaration le transfert d'actifs qui se trouve dans le centre de documentation. En fait, c'est un document de nature légale qui est nécessaire pour confirmer le transfert à EEQ des bacs et pièces qui sont détenus en inventaire au 1er janvier en contrepartie d'un paiement de EEQ. Donc, je vous rappelle que tous ces documents-là doivent être complétés pour chaque demande, pour chaque municipalité pour qui cela s'applique. Donc, ce qui reste à venir rapidement là, dans les prochaines semaines. Je vous ai présenté quand même rapidement le formulaire de rachat d'inventaire. Peut-être auriez-vous avoir un peu plus d'informations, eu le temps de poser des questions et tout ça. Donc, EEQ rendra disponible 4 formulaires, 4 formulaires, excusez, qui vont permettre une reddition de compte.
les formulaires achat d'inventaire, distribution, remplacement, réparation des bacs en régie interne, les services de collecte, transport en régie interne et le remboursement des frais des conteneurs de propriété municipale. Donc, pour vous donner plus d'informations, IEQ rendra disponible des capsules vidéo qui seront préenregistrées, qui vont vous présenter ces formulaires plus en détail. Ils seront sur notre site, sur le site d'ici le 22 avril. Nous allons aussi fournir des séances de questions-réponses en direct, là, une séance pour chacun des formulaires. Ça va se faire à la fin avril et on va vous informer là, des dates précisément là, dans les prochains jours. Donc, je vous rappelle que tous les formulaires qui sont nécessaires à la déclaration vont être disponibles dès demain sur la plateforme dans la section Centre de documentation. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de regarder les capsules et de participer aux séances de questions-réponses en direct. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez les compléter dès leur sortie. Mais si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires, on vous invite à aller consulter ce qui sera mis disponible, vous inscrire aux séances de questions-réponses et sinon, n'hésitez pas là, à nous envoyer des questions par l'entremise de la plateforme. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Enfin, dernier élément à venir, la mise à jour des unités d'occupation. Nous avons reçu beaucoup de questions de la part des organismes signataires à cet effet-là. C'est une mise à jour annuelle des unités d'occupation qui est prévue dans l'entente cadre à l'annexe C. Ces nombres d'unités d'occupation-là à jour vont servir à payer les compensations de 2025 qui sont prévues à l'annexe H. Donc, cette mise à jour-là sera demandée un peu plus tard en 2025. On trouvait que les bouchées étaient assez grandes là, juste pour faire les déclarations du premier trimestre. Donc, on vous informera en temps et lieu de la nécessité de mettre à jour ces informations-là. Je vous remercie. Nous sommes rendus à la période de questions. Alors, beaucoup de questions, beaucoup d'intérêts, beaucoup de matières couvertes hein, avec ce webinaire-là. Je pense que à la base, je reviendrai à une question fondamentale, à savoir, c'est quoi la distinction entre les deux ententes, l'entente financière puis l'entente de partenariat, puis quels contrats qui sont couverts par rapport à l'une ou l'autre de ces ententes-là. Par exemple, on nous demande si la, la demande de remboursement pour l'inventaire des bacs, ça doit être fait dans l'entente de financière, si ils ont une entente financière, le cas échéant. Donc, je pense que ça vaudrait la peine de refaire une petite explication là, de base sur euh, l'entente financière, l'entente de partenariat qui sont complémentaires l'une et l'autre. D'accord. Premier élément de réponse. Euh, Décrivons ce qu'est une entente financière. Les ententes financières portent sur des contrats qui allaient au-delà du 31 décembre 2024. Alors, soit des contrats qui ont été prolongés en vertu du décret là, du gouvernement, ou des contrats dont la date de fin était prévue post-31 décembre 2024. Donc, les ententes financières portent strictement sur des contrats là, qui dépassent le 31 décembre 2024. Les ententes de partenariat couvrent tout le reste, donc tous les contrats se rapportant à des services de collecte sélective qui ont commencé de manière générale au 1er janvier 2025 ou ultérieurement. Il y a quelques cas d'entente de partenariat qui ont débuté ou transité là, en 2024. En ce qui a trait au rachat, donc deuxième portion de réponse, en ce qui a trait au rachat de l'inventaire des bacs au 1er janvier 2025, tous les organismes signataires d'entente de partenariat sont concernés. De manière très générale, les signataires d'entente financière ne font pas eux-mêmes la demande de remboursement pour le rachat des bacs. Ça se fait par l'entremise de l'organisme signataire de l'entente de partenariat dont ils font partie. Donc, ils seront sollicités, le cas échéant, à fournir de l'information, mais la demande se fera via l'organisme signataire de l'entente de partenariat. Donc,
peut résumer ainsi, les ententes financières ne concernent que les contrats de façon générale de collecte-transport. Et tout ce qui a volet bac et compensation financières qui sont prévues à l'annexe H de l'entente et tout ça, ça se retrouve dans l'entente de partenariat. Parce que il y a Marie-Claude Perron qui me demande à savoir si on signe une entente financière, est-ce que cette année, ils ont seulement à déclarer l'entente financière, puis l'entente de partenariat, ça va être juste pour l'année 2026. Euh, pour les organismes signataires qui ont les deux ententes, comme c'est le cas là, de la MRC en question, ben, ce sont deux ententes qui sont complémentaires. Donc, il faut vraiment les prendre ensemble. L'entente financière va concerner le ou les contrats qui sont clairement identifiés dans l'entente financière, des contrats dont la date de fin, comme je le disais précédemment, euh, cette date de fin est post ou va plus ultérieure au 31 décembre 2024. Tous les autres services, ça peut s'agir de nouveaux contrats qui ont démarré au 1er janvier 2025, des contrats de collecte et transport, par exemple, et les services rendus de type qui sont admissibles à des compensations, donc frais de gestion, euh, activités d'ISée, qui sont visées à l'annexe H de l'entente de partenariat, qui sont admissibles à des compensations annuelles. Ça sera en vertu de l'entente de partenariat. Donc, les deux sont deux ententes pour cette MRC. L'entente de partenariat et l'entente financière sont complémentaires Donc, il y a des actions à prendre dans dans les chacune de deux. ces ententes-là. Exact. D'accord. Euh, Encore, peut-être réinsister sur la précision, à savoir si une MRC, par exemple, est signataire d'une entente de partenariat et qu'une de ses municipalités a signé une entente financière, qui doit faire la déclaration de l'entente financière. Ben, la reddition de compte se fait par tous les OS dans le cadre de leur entente. Donc, une municipalité qui a une entente financière pour un contrat précis va faire la reddition de compte dans la plateforme à titre d'organisme signataire de cette entente financière-là et réclamer, déclarer les services et réclamer les montants pour un remboursement. Euh, si c'est si l'organisme signateur de l'entente de partenariat, par exemple la MRC qui couvre la municipalité en question, a des services qui sont rendus dans le premier trimestre, alors là, ce sera l'organisme signataire, la MRC, qui fera une reddition de compte dans la plateforme à l'intérieur ou en accédant à l'entente de partenariat. Donc, c'est toujours, il faut les revoir en fonction de qui est l'organisme signataire et quels sont les services couverts dans l'une ou l'autre des ententes, l'entente de partenariat ou l'entente financière. D'accord. Il y a Audrey Le Rossignol qui pose la question à savoir, est-ce qu'une personne ressource peut changer une autre personne ressource directement dans la plateforme? Parce on a compris que les personnes ressources, c'était elles qui avaient été identifiées dans le cadre de notre annexe dans l'entente de partenariat pour savoir qui interagit avec nous dans le cadre de l'entente. Mais est-ce qu'une personne ressource qui a en fait les accès administrateurs de la plateforme peut changer ou retirer une personne ressource? Oui, les personnes ressources sont sur le même pied d'égalité, là, si je peux m'exprimer ainsi. Elles peuvent, à leur guise, ajouter individuellement des personnes désignées, retirer des personnes désignées, et elles peuvent apporter des modifications à d'autres personnes ressources. Donc, disons, le rôle direction générale, l'utilisateur, personne ressource direction générale, s'il sait qu'il y a un employé qui était personne ressource responsable de l'administration, a quitté, peut faire la modification dans la plateforme. Donc, entre elles, les personnes ressources peuvent modifier et mettre à jour les rôles des autres personnes ressources. D'accord. Et donc, François Bocage qui pose la question à savoir comment il peut changer le numéro de téléphone dans la plateforme. Donc, première question à se poser, c'est est-ce qu'il est personne ressource ou pas?
Non, mais les numéros, non, les informations, les coordonnées propres à un utilisateur, c'est chaque utilisateur qui va faire la modification dans son profil. Vous vous rappelez, on avait une diapositive où je vous invitais à regarder le bandeau du haut. Et là, il y avait mon nom. J'étais l'utilisatrice de la MRC des Baies Sauvages. Et bon, il y avait mon nom en haut. Je pouvais cliquer sur mon nom. Et là, le formulaire relatif à mon profil ça s'ouvrait et je pouvais modifier le numéro de poste, titre, etc. Alors, c'est chacun des utilisateurs qui doit mettre à jour les informations qui concernent son profil. Le formulaire pour modifier une personne ressource ou une personne désignée, c'est pour modifier un rôle. Donc, soit la personne à qui on attribue ce rôle-là ou le rôle que joue cette personne-là, mais ce n'est pas pour, c'est pas l'outil pour mettre à jour les coordonnées de l'utilisateur. D'accord. Il y a quelques usagers qui nous ont mentionné avoir accès à la plateforme, voir les ententes financières, cliquer dessus, mais ne pas y avoir accès. Donc là, est-ce que c'est peut-être un enjeu de, je sais pas, personne ressource ou pas, ou tu sais, la distinction entre l'accès en lecture seule versus personne ressource qui peut modifier, faire d'autres actions, peut-être revenir là-dessus? Oui, en fait, toute personne peut faire une demande d'accès à la plateforme. Elle va arriver à la page d'accueil. Si cette personne-là est liée à une organisation, elle va voir l'entente ou les ententes qui sont liées à cette organisation-là. Pour qu'elle puisse cliquer sur l'entente pour y accéder, elle doit avoir un rôle, soit de personne ressource ou soit de personne désignée. Donc, si cette personne-là voit les ententes mais ne peut pas cliquer dessus, il faut qu'une personne ressource de l'organisme signataire aille lui donner accès, soit en lecture seule, soit en écriture. Donc, il y a un travail supplémentaire à faire de la part d'une des personnes ressources dans l'organisme signataire pour lui donner accès à l'entente ou aux ententes qu'elle voit, mais pour lesquelles elle ne peut pas accéder pour le moment. OK, puis Martin Regimbal qui lui mentionne qu'il y a ajouté une personne désignée avec accès écriture, mais cette personne-là ne voit pas a pas accès au contrat sur la plateforme. Alors, ça semble être strictement qu'à la page contrat mandataire, que la page est vide, si je comprends bien. Là, c'est Mhm. sûr que c'est un cas spécifique, mais ma première hypothèse serait la suivante, c'est que c'est pas associé au rôle de la personne qui regarde cette page-là. C'est le fait qu'il devait nous manquer des documents ou des informations relatifs au contrat avec les mandataires pour l'organisme signataire en question. Et si on n'avait pas tous les documents, je vous rappelle, on demande le contrat, c'est-à-dire document d'appel d'offres et bordereau de soumission, ainsi que résolution euh, relativement à l'adjudication du contrat. Si on n'avait pas tous ces documents-là, l'information n'a pas été, je peux dire, poussée, intégrée à la plateforme. Donc, il y a lieu de faire une demande pour ajouter un contrat avec un mandataire à ce moment-là. Si ce n'est pas ça, ben, on pourra investiguer puis vous pouvez communiquer avec nous là, justement à la page Faire une demande à EEQ sur la plateforme. On pourra échanger puis vérifier dans le cas précis là, qu'est-ce qui se passe. D'accord. Il y a Gabrielle Yann Tremblay qui mentionne, qui donne, je pense, un bon exemple, Marie-Hélène, pour vraiment illustrer la question de contrat avec mandataire ou sans mandataire. Il mentionne que il y a pour certains contrats, par exemple, des contrats de collecte MOLOC, qui ne requièrent pas de résolution car bon, le seuil du contrat est en bas du seuil requis pour aller en appel d'offres, etc. Tout ça, donc contrat gré à gré. Fait que peut-être en profiter pour revenir sur la notion de contrat avec un mandataire avec contrat ou sans contrat. Ben, dans l'exemple que tu viens de donner de Kathleen, il s'agit quand même d'un contrat. C'est un contrat avec un mandataire, mais il n'y a pas de résolution parce que bon, le montant ne nécessitait pas là, cette étape-là. Euh, Dans ce cas-ci, le contrat devrait apparaître quand même à la page contrat avec mandataire. Euh, on pourra voir comment contourner le système parce qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas de résolution là, qui a
qui a été adopté pour ce contrat-là et le système, lui, demande une résolution comme pièce justificative obligatoire là, pour faire une soumission à travers la plateforme. L'exemple que je donnais tantôt pour un contrat sans mandataire, c'est vraiment quand il n'y a pas de contrat conclu. C'est même pas du gré à gré, là. On a acheté, je vais prendre un exemple qui n'a pas rapport à collectif sélectif, mais on a acheté 3 crayons chez Bureau en gros. On n'a pas un contrat avec Bureau en gros pour l'achat de ces crayons-là. Donc, il y a un mandataire qui est Bureau en gros, mais on n'a pas de contrat. Ça, c'est un exemple. Dans mon exemple qui se rapportait aux matières recyclables, qui est un peu plus pertinent, je parlais de l'achat de duobac là, pour un parc ou un lieu public extérieur. Ben, si on achète 5 duobacs, ça se peut qu'il n'y ait pas le contrat avec le fournisseur des bacs en question. D'accord. On a Bénédicte Ballard qui nous indique avoir fait une demande d'accès sur la plateforme, puis elle n'a toujours pas reçu son code d'accès. Donc, il y a quelques questions qui tournent autour de c'est quoi les délais pour avoir le code d'accès, mais aussi, je pense qu'on pourrait en profiter pour euh, mentionner c'est quoi qui peut ralentir cet accès-là. Donc, la question des adresses courriel génériques, par exemple, à info MRC BD B Sauvage, par exemple. Quant au délai de traitement, je pense que nous sommes assez efficaces présentement. C'est un des objectifs. On ne voulait pas vous retarder là, dans l'accès. Donc, de manière très générale, à l'intérieur de la journée, nous traitons les demandes d'accès ainsi que les demandes pour ajouter ou modifier des personnes ressources, des personnes désignées. Il peut y avoir quelques cas d'exception où ça nous demande quelques investigations supplémentaires ou démarches supplémentaires. 2 exemples me viennent en tête. D'abord, des personnes qui, chez EEQ, auraient déjà comme 2 fiches contacts, soit parce qu'ils ont changé d'organisation puis qu'on a déjà les 2 contacts sont encore actifs, soit qu'il y a 2 adresses courriels qui sont utilisées par la même personne, ou des organismes municipaux qui ont migré là, au fil du temps avec de nouvelles adresses courriels, là. Des fois, le qc.ca a sauté, puis il reste juste le .ca. Alors, nous, on a une gestion de doublons de contacts, là, fait que ça nous demande quelques démarches supplémentaires. Le deuxième exemple, ce dont tu parlais, Kathleen, ce sont des adresses là, courriels génériques du genre info at MRC Sauvage. C'est un courriel qui n'est pas très adéquat pour la création d'un compte utilisateur parce que à peu près n'importe qui au sein de l'organisme, de l'organisation ou même hors organisation pourrait utiliser cette adresse courriel-là pour se connecter à la plateforme. Il faut savoir que la clé, je dirais, pour la création des comptes utilisateurs, c'est via l'adresse courriel. Donc, on vous invite fortement à ne pas utiliser une adresse de type info, arrobas, mais plutôt, si vous avez une adresse plus personnelle là, au sein de votre organisme municipal avec votre nom, prénom ou les initiales, etc., d'utiliser cette adresse-là qui est plus spécifique. Si je peux me permettre juste de compléter, si nous recevons une demande d'accès avec une adresse qui n'est pas liée à la municipalité, par exemple, mrcdbsauvage@gmail.com, ça fait partie des cas où on va investiguer davantage. Il y a certaines municipalités qui n'ont peut-être pas d'accès de nom de domaine qui est vraiment leur nom de municipalité, mais nous, on ne veut pas donner accès à n'importe qui s'improviserait de la MRC DB Sauvage, par exemple. Donc, dans des cas comme ça, on va aller investiguer, on va contacter quelqu'un de l'organisme signataire pour lui poser des questions, voir s'il n'y a pas une adresse plus spécifique à la MRC DB Sauvage qui pourrait être utilisée. Donc, ça peut créer des délais là, dans la réponse pour donner l'accès. J'ai Marie-Hélène Baudouin-Gagnon qui pose une question qui est posée à quelques reprises là, par d'autres participants qui semblent avoir des enjeux pour déposer des documents, des contrats sur la plateforme. Certains d'entre eux mentionnent que Marie-Hélène ici là, mentionne que c'est pas possible pour elle de joindre les documents à demande ou faire, comment faire, est-ce que c'est via la plateforme ou ailleurs? La réponse est c'est vraiment via la plateforme qu'on souhaite que vous déposiez vos documents.
La question à savoir si, il y a des enjeux de taille de fichiers. Si vous avez des enjeux techniques de la sorte, on vous invite à communiquer avec nous et à nous donner plus de précision possible sur justement le type de document que vous tentez de déposer, la taille de ceux-ci, puis nous, on va investiguer là, avec notre équipe technique pour voir là, ce qu'il y en est et remédier là, dans les meilleurs délais à la situation. Oui, parce qu'il y a effectivement une limitation puis là, je ne l'ai pas en main, mais quant à la taille des documents et au nombre de documents qui peuvent être joints. Donc, si, c'est ça, exactement comme Kathleen le mentionne, vous pouvez communiquer avec nous via la plateforme. Rendez-vous à la page, faire une demande à IEQ, puis vous pouvez nous informer là, ou nous partager la problématique. Il est 10h15. Je terminerai peut-être avec une dernière question qui a également été posée là, à quelques reprises, à savoir si il est possible de faire une déclaration d'un contrat qui aurait été oublié ou quoi que ce soit par rapport à un ajustement fait à la déclaration du premier trimestre. Est-ce qu'il sera possible de demander, rajouter, réajuster ça au deuxième trimestre? Et il y a également eu une question à savoir, est-ce que ce serait possible de faire qu'une seule déclaration en T4 au quatrième trimestre? Euh, Qu'est-ce qu'il y en est de la chose? Oui, dans le fond, ce qu'on priorise, c'est que chaque déclaration complète et conforme soit faite à chaque trimestre pour faciliter le suivi de part et d'autre et de ne pas surcharger, par exemple, en fin d'année avec toutes les déclarations. S'il y a un organisme signataire qui le fait, c'est une chose. Si la moitié des organismes signataires le font, ça va être difficile de respecter les délais de 45 jours de paiement parce que ça va surcharger des quantités d'informations. Ceci étant dit, si vous faites une demande qui n'est pas complète et qu'on le voit, par exemple, il manque des contrats qui étaient prévus, on va vous le signifier pour vous demander de compléter l'information sur ces contrats-là avant de déposer puis qu'on puisse considérer que la demande est complète. Si jamais c'est un cas où EEQ ne savait pas qu'il existait un contrat X puis que vous ne l'avez pas déclaré, vous pourrez le déclarer, par exemple, au trimestre suivant, mais on essaie d'avoir des déclarations trimestrielles. C'est ça qui est prévu dans l'entente, que ce soit des déclarations pour chaque service rendu déclaré au bon moment pour faciliter la reddition de compte, pour faciliter les suivis. Et il y a aussi une question liée au paiement parce que pour les déclarations faites au trimestre 1, par exemple, à partir du moment où nous recevons votre déclaration complète et conforme, dans les délais, nous avons 45 jours pour faire le paiement qui vous est dû. Si jamais les délais dépassent, donc si vous décidez de déclarer en T4 l'ensemble des services que vous auriez dû déclarer en T1, T2 et T3, nous allons devoir vous rembourser ces montants-là, mais les délais, s'ils sont dépassés de votre part, on n'a pas à respecter le 45 jours. Donc, ça peut allonger les délais de paiement de la part d'EEQ aussi. D'accord. Puis on se rappelle tous qu'on est tous, tout un chacun, EEQ et vous, organismes signataires, en appropriation de ce nouvel outil-là, de cette nouvelle façon de faire-là, de cette nouvelle reddition de compte-là, qui est quand même plus complexe que peut-être dans le cadre de ce que vous connaissez du régime de compensation. Donc, allons-y tous dans la bienveillance et en travaillant ensemble là, dans cette gestion de changement-là par rapport à tous ces activités à réaliser et ces délais qui sont convenus là, dans l'entente. Alors voilà, sur ce, ben, je laisserai le mot de la fin à Iris.
Oui, merci beaucoup, Marie-Hélène, Sophie, Kathleen, pour la présentation d'aujourd'hui, qui, je suis sûre, sera très utile aux participants. Comme on a mentionné en début de webinaire, les enregistrements des anciens webinaires sont disponibles sur notre site Internet. Il y a le lien qui a été mis dans le chat plus tôt. Seulement comptez quelques jours pour que le webinaire d'aujourd'hui soit disponible sur notre site Internet. Donc, j'espère vraiment que ces webinaires vous sont utiles et qui facilitent la transition vers le nouveau système de collecte sélective. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir tout le monde.